Il n'est pas encore ministre de la Culture, mais au train où vont les choses, il ne faut jurer de rien. Voici le André Malraux des temps modernes, le Jack Lang aux cheveux blancs et aux idées rouges. Gérard Mordia, on t'écoute. Il y a une comparaison qui m'est venue à l'esprit, c'est on peut comparer les mots et les poissons. Les mots et les poissons. Les poissons, de temps en temps, ils sont à fleur d'eau et on peut les voir, on peut même parfois les attraper à la main. D'autres fois, il faut plonger pour pouvoir les observer. Et puis, il y a aussi des poissons qui vivent dans des abysses dont ils ne sortent jamais. Puis, il y a une catégorie de poissons autres qui sont les poissons qui sautent hors de l'eau et qui retombent en éclaboussant de façon incroyable, comme s'ils voulaient nous rafraîchir la mémoire. Eh bien, il y a un mot qui est ressorti comme ça, qui éclabousse tout, qui est le mot négationniste. On pensait que ça restait entre deux eaux, dans les vieux fonds, on ne savait pas très bien, dans les rochers, etc. Et hop, voilà le négationniste et le négationnisme qui ressortent en éclaboussant tout. Alors ça commence, comme toujours, par ce genre de petit événement dont les médias raffolent. Reporters sans frontières publie qu'il y a 200 ou 250 journalistes qui ont été tués à Gaza. Raphaël Enthoven écrit tout de suite pour dire que mais non, il n'y a aucun journaliste qui a été tué à Gaza. Ce n'étaient que des membres du Hamas déguisés en journalistes, des assassins avec une carte de presse. Alors évidemment, il devait participer au Salon du Livre de Besançon. La maire de Besançon, lisant ça, ou on lui fait lire ça, trouve ça évidemment d'une stupidité sans fond et d'une injure incroyable à l'histoire, décide de ne plus inviter M. Enthoven à venir. Donc, grand scandale, les grandes âmes de l'édition et quelques littérateurs indignés grimpent au rideau de l'indignation et hurlent au nom de la liberté d'expression. Il fallait absolument que Enthoven soit là, sans ça, terrible menace, il ne viendrait pas au salon. C'est épouvantable. Acte 2, Enthoven fait machine arrière, dit que non, mea culpa, j'aurais pas dû écrire ça. Et puis, quand même, donnant une sorte de coup de pied de l'âne, d'une hypocrisie à faire pas lire Bérou, il explique que oui, il veut bien concéder que dans les 200 ou 250 journalistes morts, il y en a bien un ou deux qui étaient des journalistes qui méritent le respect, mais tous les autres, non, tous les autres sont des membres du Hamas, des terroristes, etc. Et que l'armée israélienne a tout à fait raison de les tuer tous. Ce qui est arrivé ces derniers jours à mon ami le philosophe Raphaël Enthoven. Lui et moi, la plupart du temps, sommes d'accord sur la plupart des choses. Par exemple, sur la question d'Israël, nous avons toujours été favorables à 2 États, pourvu qu'un des 2 États n'ait pas pour projet de rayer Israël de la carte. Ce qui revient à dire, traduit en langage éléphiste, que nous sommes des nazis. Il a raison. Il n'y a pas un journaliste à Gaza qui soit peut-être pas un combattant du Hamas, mais lié au Hamas. D'ailleurs, s'il n'est par pure hypothèse, il n'était pas lié, il mourrait. Alors pour les communistes de Besançon, c'est inadmissible. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ce sont les mêmes qui ont invité Médine en octobre. Donc Médine et ses quenelles, ça passe tout à fait. En revanche, ce que je dis, c'est inadmissible. C'est là quelque chose qui ne va pas. Il y a là un 2 poids 2 mesures ahurissant. Ce qui est assez cocasse quand même, c'est de voir qu'il y a une critique par ceux qui n'ont aucune difficulté à promouvoir Rima Hassan qui, elle, refuse de dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Mais sur l'attitude de la mairie de Besançon, comment vous la qualifiez ? C'est consternant. C'est consternant. C'est gravissime. C'est beaucoup plus grave que moi. C'est consternant. C'est qu'on a empêché un écrivain d'aller dans un salon du livre pour un délit d'opinion. Christophe, que vous inspire cette polémique ? Est-ce qu'on peut parler de censure ? Bien sûr, on peut parler de censure et ça illustre notre propos précédent. Crise politique. Le Parti communiste revenu à son bon vieux stalinisme qui proclame comme ça des oukases. Les Verts qui montrent à quel point ils sont sensibles à défendre tous ceux qui ont de la complaisance envers le Hamas, mais beaucoup moins ceux qui l'attaquent. Il se trouve que cette année, le président du Festival de Besançon est l'excellent auteur doublé d'une excellente personne, David Fuenquinos.
Sitôt informé, il écrit à Madame Vigneault qu'il n'ira pas à Besançon sans Raphaël Enthoven. Et voilà qu'une quantité d'auteurs se décommandent, et voilà qu'un texte dénonçant la censure circule et recueille des quantités de signatures, et voilà que les libraires bisontins commencent à flipper leur mère, M-A-I-R-E, parce qu'ils vont se retrouver avec des cargaisons de bouquins invendus, et voilà que la boîte aux lettres de Madame Vigneault déborde de manifestations de dégoût et de mépris justifiés. À bout d'arguments ou de lassitude, la maire de Besançon finit par rendre son invitation à M. Enthoven, et les grandes âmes de l'édition et les littérateurs anciennement indignés sont tous très contents. Ils frétillent des nageoires. Enfin, Enthoven sera là. Il pourra continuer sa propagande pour la théocratie fasciste qui est au gouvernement en Israël, et par supporter l'armée d'assassins qui, soi-disant, serait la plus morale du monde. Voilà pourquoi je suis content ce matin. On gagne rarement. On a 1000 raisons d'être angoissé, déprimé, révolté par tous ces boycotts et ces agressions antisémites. Si la France n'est pas un pays antisémite, c'est un pays où les antisémites font beaucoup de bruit. Mais ce qui vient de se passer prouve une chose. Si on se bat pied à pied, si on ne laisse rien passer, si on se mobilise, il recule et on gagne. À Besançon, ce n'est pas Raphaël qui a gagné, c'est la France qu'on aime. Donc, voilà. Il faut dire, et je reprends là une expression de Daniel Mermet, qui est absolument d'une justesse parfaite, où il disait de BHL qu'il était un négationniste en direct. Eh bien, son ami, Raphaël Enthoven, est aussi un négationniste. Donc on voit revenir le négationnisme. Alors je me dis, mais en réalité, on peut présenter la chose autrement, ou en tout cas la problématique autrement. Est-ce que, pour ces grandes âmes de l'édition et pour ces littérateurs, n'y aurait-il pas eu plus de courage, plus d'intelligence, plus de lucidité à refuser de participer à ce salon en sachant que viendrait un négationniste comme M. Enthoven? N'était-ce pas là le vrai courage? N'était-ce pas là la chose à faire et à maintenir face à l'opinion publique? Parce que à ce moment-là, ces mêmes grandes âmes et ces mêmes littérateurs auraient-ils déployé la même énergie pour imposer que, dans le temps, viennent à leur table M. Faurisson ou M. Le Pen, Jean-Marie Le Pen, qui étaient des négationnistes historiques, ou aujourd'hui, avec M. Zemmour ou je ne sais quel autre, à M. Dieudonné, qui sont des négationnistes contemporains. Et je me suis souvenu d'un film terrible sur les tueurs pendant la Shoah par balle, où l'un d'entre eux expliquait très bien que non, jamais ils n'ont tué de juifs. Non, pas du tout, ils n'ont tué que des communistes. Hommes, femmes, enfants, vieillards, bébés, nouveau-nés, tous communistes. Alors évidemment, ce n'est pas comparable, mais en réalité, c'est la même forme de pensée. C'est-à-dire que M. Enthoven fait exactement la même démarche. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de disqualifier les journalistes qui, au risque de leur vie, sont à Gaza. Il les disqualifie, il nie leur qualité professionnelle. Il essaye même, alors il va peut-être pas jusqu'au point du ministre de l'Intérieur ou du ministre des Armées israélien qui disait que les Palestiniens étaient des animaux humains, mais au fond tout ça c'est la même démarche et c'est le même négationnisme, et ça permet quand même de s'interroger un peu sur ce qu'est la réalité, parce que c'est ça le négationnisme, c'est ceux qui à la fois nient la réalité, nient les faits, tout simplement réécrivent l'histoire. Et cette chose-là est la pire qui puisse nous arriver d'une certaine manière, parce que comment faire face à cette propagande, comment lutter contre cette propagande, comment rétablir l'authenticité des faits. Alors, il y a une chose qui, là aussi, m'a touché et m'a fait réfléchir, c'est qu'il y a en ce moment, à Lima, à l'Institut du monde arabe, une exposition sur Gaza, 5000 ans de trésors oubliés. Petite exposition, très belle exposition. Et dans la présentation, Jack Lang, qui est président de Lima, écrivait « Ces pièces archéologiques qui sont présentées dans cette exposition inédite ont été sauvées de la destruction par l'exil. »
Puis il dénonce la guerre qui fait rage, abîme et efface des pans entiers de l'identité de cette terre jadis florissante et véritable carrefour des civilisations entre l'Asie, l'Arabie, l'Afrique et la Méditerranée. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'exposition ? On voit des objets, on voit des statuettes, on voit des jarres, on voit une mosaïque absolument extraordinaire. Tout ça paraît dérisoire et détruit, d'autant que nous sommes cernés dans l'exposition par des photos sur le mode avant-après. Et on se rend compte là que l'armée israélienne détruit systématiquement les mosquées, les églises, les musées, les cimetières, tous les lieux de mémoire. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de tuer à Gaza hommes, femmes, enfants, vieillards, etc. On tue aussi tout ce qui est de l'ordre de la culture. On veut anéantir, éradiquer à tout jamais l'idée même des Palestiniens et de la Palestine. C'est un génocide culturel. C'est un génocide, bien sûr, pour toute la population, mais c'est aussi ce génocide-là. Et on peut se dire que les négationnistes, comme M. Bernard-Henri Lévy ou M. Enthoven, un jour, se promenant au milieu des ruines absolues de Gaza, avant qu'on bétonne tout, diront « mais non, ce sont des travaux publics, tout simplement ». Puis le jour où on aura tout bétonné, où plus rien ne sera visible, eh bien, ils pourront marcher tranquillement, oubliant qu'il y a sous leurs pieds 60 000 ou 100 000 morts. Ils auront gagné. La Palestine n'existera plus, il n'y aura plus hommes, ni femmes, ni rien. Tout sera effacé de l'histoire. Et là, eh bien, les grandes âmes de l'édition et les littérateurs amnésiques pourront tenir salon. Je te remercie infiniment, Gérard, et je te dis à très vite. À très vite. Et des doutes sur quoi ? Des doutes sur le fait peut-être sur la famine à Gaza et sur le génocide à Gaza ? Je n'ai pas de doute là-dessus. Je ne pense pas qu'Israël, vous pouvez l'accuser de ce que vous voulez, Israël n'est pas coupable de génocide. Une guerre où on avertit les habitants, comme on l'a fait encore aujourd'hui, de se déplacer vers une zone humanitaire plus sûre avant de bombarder un immeuble, c'est pas un génocide.